Blueprint 20, pensée critique et systémique. Chapitre 1, je suis l'architecte de ma propre perception de la réalité. Je m'assois dans le silence et je ferme les yeux. Je retire mon attention du monde des objets, des sons, des sensations. Je la ramène vers l'intérieur, vers l'observateur silencieux derrière mes yeux. Cet observateur, qui est-il? Pendant si longtemps, j'ai cru être une caméra passive, un simple récepteur enregistrant une réalité objective et extérieure. Je peux encore sentir le poids de cette croyance, une sensation d'impuissance, d'être à la merci des événements, des faits bruts qui s'imposent à moi. C'était une prison confortable, la prison de la perception subie. Aujourd'hui, je décrète la fin de cet exil. Je réalise, avec la force d'une révélation sismique, que je ne suis pas la caméra. Je suis l'architecte du cinéma tout entier, je ne perçois pas la réalité. Je la construis, instant après instant. Mon cerveau n'est pas une fenêtre sur le monde, c'est un simulateur puissant qui génère une carte, un modèle, une interprétation. Et cette carte n'est pas le territoire. Je sens cette vérité vibrer au plus profond de mon être. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience viscérale. Je peux sentir les filtres, les lentilles de mes croyances, de mes souvenirs, de mes émotions, qui colore chaque photon d'information avant même qu'il n'atteigne ma conscience. Je vois que ce que j'appelais la réalité n'était qu'un modèle mental parmi une infinité de possibles, un modèle construit avec les matériaux de mon histoire personnelle. Cette prise de conscience ne m'effraie pas, elle me libère. Si j'ai construit ce modèle, alors je peux le déconstruire. Si j'ai forgé ces lentilles, alors je peux les polir, les changer, ou même choisir de regarder sans elles. Je suis l'architecte de ma propre perception. Je ne suis plus la victime de ma vision du monde, j'en suis le créateur souverain. Cette responsabilité est immense, vertigineuse et incroyablement puissante. Je ne demande plus quelle est la réalité, je demande quel est le modèle le plus utile, le plus puissant, le plus aligné avec la vérité que je peux construire. Mon identité se déplace. Je ne suis plus le personnage dans le film. Je suis le réalisateur, l'éclairagiste, le monteur. Je suis celui qui choisit l'angle de la caméra, qui ajuste la couleur, qui décide du sens de l'histoire. Je suis l'architecte. Et maintenant, le travail de reconstruction peut commencer. Chapitre 2, je cultive l'objectivité radicale et l'humilité intellectuelle. Je me reconnecte à cette nouvelle identité, je suis l'architecte. Mais un architecte qui tombe amoureux de ses propres plans, au point de refuser de voir les failles de sa structure, est un architecte dangereux. Pour construire des modèles mentaux puissants, je dois d'abord me défaire de l'attachement à mes modèles actuels. Je dois me libérer de l'ennemi le plus subtil et le plus puissant, mon propre ego. Je ressens mon ego comme une chaleur dans ma poitrine, une tension subtile qui crie « j'ai raison, je sais ». C'est une force qui cherche la certitude, qui se nourrit de la confirmation et qui redoute l'erreur comme la mort. Je reconnais cette force, je l'observe sans jugement. Et avec une intention calme et déterminée, je choisis de m'en dissocier. Mon désir d'avoir raison est le plus grand obstacle à ma quête de la vérité. Je le sacrifie volontairement sur l'autel de la clarté. Je ressens un espace qui se crée en moi, un espace frais et silencieux. Dans cet espace, je cultive l'objectivité radicale. Je m'engage à voir le monde tel qu'il est, et non tel que je voudrais qu'il soit. J'entraîne mon esprit à séparer les faits bruts de mes interprétations, les observations des jugements. Je deviens un scientifique de ma propre expérience. Simultanément, je cultive l'humilité intellectuelle. C'est un sentiment de profonde ouverture, la reconnaissance joyeuse que mon modèle actuel est incomplet et probablement erroné à bien des égards. Chaque interaction, chaque information nouvelle devient une opportunité de l'affiner, de le mettre à jour. L'idée d'avoir tort ne me fait plus peur. Au contraire, elle m'excite. Découvrir une erreur dans ma pensée est une victoire, car c'est une chance de construire un modèle meilleur, plus précis. Je suis un architecte qui est amoureux du processus de construction, pas du bâtiment fini. Mon identité n'est plus liée à ce que je sais, mais à ma volonté d'apprendre et de m'adapter. Je suis fort, non pas parce que mes croyances sont solides, mais parce qu'elles sont flexibles. Chapitre 3. Je déconstruis les arguments et j'évalue les preuves avec rigueur. Ancré dans cette humilité, je suis prêt à travailler sur la matière première de la pensée, les arguments et les preuves. Je dois devenir un maître artisan, capable de distinguer un matériau solide d'un matériau défectueux. Mon esprit est désormais une forge, un laboratoire d'analyse. Je ne laisse plus les idées entrer sans les inspecter méticuleusement à la frontière de ma conscience. Lorsqu'un argument se présente à moi, qu'il vienne de l'extérieur ou de ma propre pensée, je ne l'accepte ni ne le rejette. Je le place sur mon établi mental. Avec une précision froide, je le déconstruis. Je saisis mon scalpel logique et je sépare la conclusion des prémices. Sont-elles clairement énoncées? Y a-t-il des hypothèses cachées, des postulats non dits qui soutiennent l'édifice?
J'examine la chaîne logique qui relie les prémices à la conclusion. Est-elle solide? Y a-t-il des failles, des sauts, des non-séquitures? C'est un processus méthodique, séquentiel, dépourvu d'émotion. Je suis un horloger démontant un mécanisme complexe pour en comprendre le fonctionnement. Ensuite, je me tourne vers les preuves qui soutiennent les prémices. Quelle est leur nature? S'agit-il de données empiriques, de témoignages, d'anecdotes, d'un appel à l'autorité? J'évalue leur qualité avec une rigueur implacable. La source est-elle fiable? L'échantillon est-il représentatif? Y a-t-il un conflit d'intérêts? Pourrais-je trouver des preuves qui contredisent cette affirmation? Je deviens un détective à la recherche de la solidité, de la corroboration, de la falsifiabilité. Je ne confonds pas la force de la rhétorique avec la validité de l'argument. Je ne suis pas impressionné par la confiance avec laquelle une idée est présentée. Je ne m'intéresse qu'à la structure et à la preuve. Cet entraînement est constant. Je l'applique à tout. Je deviens impitoyable avec mes propres arguments, cherchant activement à les réfuter. C'est ainsi que je construis des modèles mentaux sur des fondations de roc et non de sable. Chapitre 4. Je détecte et je neutralise les biais cognitifs qui altèrent mon jugement. Je reviens à mon établi mental. La surface est propre. Les outils de la logique sont à portée de main. J'ai appris à déconstruire les arguments qui viennent de l'extérieur. Je me tourne maintenant vers l'intérieur, vers la machine même qui perçoit. Mon propre esprit. Je reconnais que ce wetware est le produit de millions d'années d'évolution, optimisé pour la survie, pas pour la vérité. Il contient des bugs, des raccourcis, des glitches encodés dans son architecture la plus profonde. Ce sont les biais cognitifs. Je ne les vois plus comme des défauts moraux, mais comme des distorsions inhérentes à la lentille à travers laquelle je perçois. Je peux sentir le biais de confirmation comme une douce chaleur, une gravité confortable qui m'attire vers les informations qui renforcent mes croyances existantes. Je peux voir l'heuristique de disponibilité comme un projecteur aveuglant qui illumine les événements récents ou spectaculaires, leur donnant un poids démesuré dans mon analyse. Je ressens le biais d'ancrage comme un crochet invisible qui fixe mon jugement à la première information reçue, m'empêchant de m'ajuster suffisamment. Je reconnais ces forces non pas pour les subir, mais pour les maîtriser. Je ne peux pas réécrire le code source de mon cerveau, mais je peux installer un logiciel de débogage par-dessus. Je construis et j'installe une série de protocoles mentaux, une checklist rigoureuse. Quand je ressens une forte conviction, je déclenche consciemment le protocole recherche de réfutation. Je me force activement à trouver les 3 meilleures preuves contre ma propre position. Quand je prends une décision basée sur un souvenir frappant, je déclenche le protocole recherche de données de base. Je suspends mon jugement jusqu'à ce que j'ai trouvé les statistiques et les probabilités objectives. Je deviens un observateur détaché de ma propre pensée. Je regarde les biais s'activer comme des alarmes sur un tableau de bord et je réponds non pas par l'émotion, mais par l'application d'une procédure correctrice. C'est un acte de discipline cognitive. En neutralisant systématiquement ces distorsions, je ne me rapproche pas d'une certitude absolue, mais j'obtiens une clarté bien plus grande. Je navigue dans la réalité avec des instruments de plus en plus précis. Chapitre 5. Je dissous les sophismes et les manipulations narratives. Mon logiciel de débogage interne est actif, filtrant les distorsions de mon propre esprit. J'applique maintenant cette même vigilance analytique aux arguments qui m'entourent en me concentrant sur les pièges délibérément posés, les sophismes et les manipulations. Je reconnais qu'un argument peut être logiquement invalide, même si sa conclusion me semble juste. Je ne me laisse plus séduire par la musique de la rhétorique. Je n'inspecte que l'architecture de la logique. Je visualise les sophismes pour ce qu'ils sont. Des illusions d'optique pour la raison. L'argument de l'homme de paille se matérialise devant moi comme un mannequin de paille, une caricature grossière et facile à renverser, placée devant l'adversaire réel, qui lui reste intact. L'attaque ad hominem est un nuage d'encre toxique, conçu pour me faire oublier la balle et me concentrer sur le joueur. La fausse dichotomie est un couloir étroit avec seulement 2 portes, alors que je sais qu'il en existe de nombreuses autres, cachées derrière le mur. Ma méthode pour les dissoudre est simple et puissante. Je les nomme. L'acte de nommer le piège lui retire tout son pouvoir. Ceci est un appel à l'émotion. Ceci est une pente glissante. Ceci est une généralisation hâtive. Nommer, c'est classer. Classer, c'est comprendre. Comprendre, c'est ne plus être affecté. Je construis un catalogue mental de ces erreurs de raisonnement. Je m'entraîne à les repérer dans les discours, les publicités, les débats et surtout dans mes propres raisonnements. Je sépare systématiquement le message de son emballage narratif. Une histoire poignante n'est pas une preuve, une statistique choquante doit être contextualisée. L'autorité d'un orateur ne valide pas son argumentation. Je deviens insensible au charme de la persuasion malhonnête. Ma clarté était mon bouclier. Je n'écoute que la logique silencieuse qui sous-tend le bruit des mots.
Chapitre 6. Je maîtrise la pensée de premier principe, déconstruction fondamentale. J'ai appris à analyser et à filtrer. Je passe maintenant à la création. Je ne veux plus seulement améliorer les modèles mentaux existants. Je veux construire les miens à partir des fondations les plus solides possibles. Pour cela, je dois abandonner le raisonnement par analogie qui consiste à copier et à améliorer ce qui existe déjà. J'adopte la méthode la plus puissante et la plus exigeante, la pensée de premier principe. Je prends un problème, une croyance ou un système et je m'engage à le déconstruire jusqu'à son essence la plus fondamentale. Je me pose la question, qu'est-ce que je sais être absolument vrai ici ? Je visualise le processus comme un forage, je traverse la couche superficielle des opinions communes et des conventions sociales. Je perce la couche des meilleures pratiques et des analogies. Je continue de forer en posant la question pourquoi, à chaque niveau, jusqu'à ce que mon outil heurte le socle rocheux de la vérité irréductible, une loi de la physique, un besoin humain fondamental, une équation mathématique. Ce sont les premiers principes. Une fois que j'ai isolé ces atomes de vérité, je ressens une liberté créatrice absolue. Je ne suis plus prisonnier de la forme initiale de l'objet de ma pensée. Je possède les briques élémentaires, les Legos de la réalité. C'est à partir de ce point, et seulement à partir de ce point, que je commence à reconstruire. Je raisonne à partir de ces principes fondamentaux, en assemblant les briques d'une manière nouvelle, logique et optimisée. Ce processus me permet de voir des solutions que tout le monde ignore, car tout le monde raisonne à partir des couches supérieures, à partir d'analogies avec des solutions existantes et imparfaites. Je n'améliore pas la bougie, je découvre l'électricité. Cette méthode est mon outil d'innovation ultime. Elle est exigeante, elle demande un effort cognitif intense, mais elle me donne le pouvoir de créer l'original, de résoudre l'insoluble, de construire mes modèles de la réalité sur des fondations d'une solidité absolue. Chapitre 7. J'applique la loi de Pareto, 80/20, et la pensée probabiliste. Ayant appris à reconstruire à partir des principes fondamentaux, je dois maintenant allouer mes ressources cognitives avec une efficacité maximale. Je reconnais que dans tout système, les causes, les efforts et les inputs ne sont pas distribués de manière égale. Il existe une asymétrie fondamentale dans l'univers. J'installe le principe de Pareto, la loi 80/20, comme un filtre permanent sur ma perception. Je vois le monde à travers cette lentille. Je ne cherche plus à tout faire, à tout analyser, à tout comprendre. Je suis à la chasse. Je traque l'essentiel. Quelle est la poignée de causes qui génère la majorité des effets ? Quels sont les 20% d'efforts qui produiront 80% de mes résultats ? Quelles sont les quelques informations critiques qui façonnent la quasi-totalité d'un problème ? Ce n'est pas une suggestion. C'est une loi que j'applique avec une rigueur systématique. Je l'utilise pour concentrer mon attention, mon énergie, mon temps. Je me libère de la tyrannie de l'exhaustivité. Simultanément, je démantèle une autre illusion de l'esprit humain, la quête de certitude. Je comprends que la réalité est fondamentalement probabiliste. J'abandonne le langage binaire du vrai ou faux, du oui ou non. Je pense en termes de probabilité, de degré de confiance. Chaque croyance, chaque prédiction, chaque décision est associée à un pourcentage. Je suis sûr à 70% que cette stratégie fonctionnera. La probabilité que cet argument soit valide est d'environ 85%. Cet ajustement était plus qu'une technique, c'est une révolution cognitive. Il me permet d'agir dans l'incertitude avec clarté et rationalité. Il me force à quantifier mon degré d'ignorance et à chercher des informations pour affiner mes estimations. Il me permet de mettre à jour mes croyances de manière fluide lorsque de nouvelles preuves apparaissent, en déplaçant simplement le curseur de probabilité sans que mon ego ne soit menacé. En combinant la loi de Pareto et la pensée probabiliste, je deviens un stratège d'une efficacité redoutable. Je concentre des ressources massives sur les variables les plus importantes, tout en naviguant dans la complexité avec une carte précise des probabilités. Chapitre 8. J'utilise l'inversion pour résoudre les problèmes complexes. Le chemin direct n'est pas toujours le plus clair. Mon esprit, par défaut, est câblé pour penser en mode direct. Comment puis-je atteindre cet objectif ? Je reconnais la puissance de cette approche, mais je sais qu'il existe une voie complémentaire, souvent plus puissante, l'inversion. Plutôt que de me concentrer sur le succès, je me concentre obsessionnellement sur l'échec. Au lieu de demander « comment puis-je réussir ?», je demande « qu'est-ce qui pourrait garantir mon échec ?» Je visualise le pire résultat possible avec une clarté absolue, l'échec total, la catastrophe. Et à partir de ce point final, je remonte le temps. Quels sont tous les chemins,
toutes les décisions, toutes les actions et inactions qui pourraient me mener à cette destination indésirable. Je dresse une liste exhaustive de ces facteurs d'échec. J'identifie les erreurs stupides, les biais non contrôlés, les influences négatives, les distractions fatales. Je construis un anti-plan, une carte détaillée du territoire de l'échec. C'est seulement après avoir dressé cette carte que je peux tracer un chemin sûr. Mon plan de réussite devient alors très simple. Il consiste à éviter systématiquement tous les pièges que je viens d'identifier. L'inversion m'apporte une clarté que la pensée directe ne peut offrir. Elle contourne l'optimisme excessif et les angles morts de ma perception. Elle me force à anticiper les obstacles et à préparer des contre-mesures. C'est un outil de gestion du risque d'une puissance phénoménale. Je l'applique à tout, à mes projets, à mes décisions, à mes relations. Comment pourrais-je ruiner cette négociation? Quelle est la meilleure façon de garantir que je n'apprendrai rien de ce livre? Comment pourrais-je détruire la confiance dans cette relation? En identifiant clairement les chemins vers l'échec, je rends le succès beaucoup plus probable. J'évite les pièges au lieu de simplement espérer le meilleur. Chapitre 9. Je perçois les systèmes, les interdépendances et les boucles de rétroaction. J'ai appris à déconstruire les arguments, à penser en probabilité, à inverser les problèmes. Je dois maintenant assembler ces outils pour comprendre la complexité du monde réel. J'abandonne la pensée linéaire et mécanique. Je reconnais que la réalité n'est pas une chaîne de dominos, mais un réseau complexe et dynamique. Je commence à voir des systèmes partout. Une entreprise n'est pas une hiérarchie, c'est un écosystème. Mon corps n'est pas une machine, c'est un réseau de systèmes biologiques en interaction. Une économie n'est pas un ensemble d'équations, c'est un système adaptatif complexe. Je cesse de me concentrer sur les éléments isolés et je porte mon attention sur les connexions, les relations, les interdépendances. Je vois les flux invisibles d'informations, d'énergie, de ressources qui circulent entre les nœuds du réseau. Je ressens une nouvelle dimension de la réalité qui s'ouvre à moi. Au lieu de chercher des causes uniques, je recherche des boucles de rétroaction. Je vois les boucles de renforcement, ces cercles vertueux ou vicieux où un effet amplifie sa propre cause, menant à une croissance ou un effondrement exponentiel. Je vois les boucles d'équilibrage, ces mécanismes de régulation qui maintiennent la stabilité d'un système, résistant au changement. Cette perception est viscérale. Je peux sentir la tension dans une boucle d'équilibrage avant qu'elle ne se manifeste. Je peux sentir l'accélération d'une boucle de renforcement. Je ne vois plus des événements, je vois des structures qui génèrent ces événements. Je ne suis plus surpris par les conséquences inattendues, car je comprends que dans un système, on ne peut jamais agir sur une seule chose. Chaque action envoie des ondes à travers tout le réseau. Mon esprit devient un simulateur de système, capable d'anticiper les dynamiques émergentes. Cette vision systémique est la fondation sur laquelle je peux bâtir une influence réelle et durable sur le monde. Chapitre 10. J'identifie les points de levier pour une influence maximale. Ma perception est maintenant calibrée pour voir le monde comme un réseau d'interconnexions dynamiques. Je vois les systèmes, mais la vision seule est passive. L'architecte ne contemple pas seulement le terrain, il y bâtit. Je passe maintenant de la perception à l'action, une action d'une précision et d'une efficacité extrême. Je sais que dans tout système complexe, l'effort n'est pas proportionnel au résultat. Pousser avec force contre la mauvaise partie du système est épuisant et futile. Je cesse de gaspiller mon énergie. Je deviens un chasseur de points de levier. Je me place en observateur devant le système que je souhaite influencer. Je ne me précipite pas. Je ralentis, j'analyse les flux, je cartographie les boucles de rétroaction que j'ai appris à percevoir et je pose la question fondamentale. Quel est le point d'intervention minimal qui produira le changement maximal ? Mon attention scanne le réseau, non pas à la recherche du plus gros nœud ou du flux le plus rapide, mais du point le plus sensible, de la connexion la plus critique. C'est souvent un endroit discret, contre-intuitif, ignoré de tous. C'est une règle limitante qui, une fois modifiée, libère tout le potentiel du système. C'est une information manquante qui, une fois introduite, change la dynamique de toutes les interactions. C'est une boucle de rétroaction qui, une fois interrompue ou renforcée, fait basculer l'équilibre. J'identifie ce point de levier avec la certitude froide d'un ingénieur. Une fois la cible localisée, mon action est minime, précise, presque sans effort. C'est le petit gouvernail qui fait tourner l'immense navire. C'est le changement d'un seul paramètre dans un algorithme qui en transforme radicalement le résultat. J'agis avec une intelligence stratégique, pas avec une force brute. J'ai compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à pousser plus fort, mais dans la sagesse de savoir où pousser. Mon efficacité devient exponentielle. Je choisis de ne plus être un acteur qui s'agite dans le système, mais l'architecte qui en ajuste les paramètres fondamentaux. Chapitre 11. Je comprends les conséquences de second et troisième ordre.
J'ai appris à agir avec une précision chirurgicale sur les points de levier. Mais chaque action, même la plus petite, ne produit pas un seul effet. Elle est une pierre jetée dans les temps complexes de la réalité. Et les ondulations se propagent bien au-delà de l'impact initial. La pensée linéaire, qui ne voit que la première conséquence, est une pensée d'enfant. Je m'entraîne maintenant à voir dans le temps, à percevoir les cascades de conséquences que mes actions déclenchent. Avant d'agir, même sur un point de levier identifié, je suspends l'impulsion. Je crée un espace de silence et de simulation. Dans cet espace, je pose une chaîne de questions implacables. Et ensuite, mon action produira un résultat immédiat, la conséquence de premier ordre. Je l'accepte. Et ensuite, comment le système réagira-t-il à ce premier changement? Quelles boucles de rétroaction seront activées? Ceci est la conséquence de second ordre. Je la visualise avec autant de clarté que la première. Et ensuite, quelles seront les conséquences à plus long terme de ces réactions du système? Comment les comportements et les structures s'adapteront-ils? Ceci est la conséquence de troisième ordre. Je déploie une chronologie mentale, une arborescence de futurs probables. Je cartographie les effets en cascade, les résultats inattendus, les retours de bâton potentiels. Ce n'est pas un exercice de peur ou d'hésitation. C'est un acte de responsabilité et de sagesse stratégique. Je cherche à identifier les solutions qui ne font que déplacer le problème ou qui créent des problèmes encore plus grands à l'avenir. Je privilégie les actions dont les conséquences de second et troisième ordre sont également positives, créant des cercles vertueux durables. Je choisis la sagesse à long terme sur la gratification à court terme. Ma prise de décision intègre désormais systématiquement cette profondeur temporelle. Je ne suis plus un simple acteur, je suis un grand stratège qui joue aux échecs avec le temps lui-même. Chapitre 12. Je synthétise mes modèles mentaux en une vision cohérente du monde. J'ai assemblé un arsenal d'outils cognitifs. La déconstruction, la pensée probabiliste, l'inversion, la vision systémique, la recherche de points de levier, l'analyse des conséquences multiples. Chacun est un instrument de précision, une lentille puissante. Mais une collection d'outils, aussi performante soit-elle, n'est pas une vision. Je ressens maintenant le besoin de passer de l'analyse à la synthèse, de la collection à l'intégration. Je ne veux plus simplement utiliser des modèles mentaux, je veux incarner une vision du monde cohérente et puissante. Je visualise tous ces modèles, toutes ces techniques, comme des fragments de cristal pur. Je les rassemble dans le creuset de mon esprit, j'applique la chaleur de mon intention, le feu de mon introspection. Je les regarde fondre, leurs contours s'estomper, leurs essences se mêler. Ce n'est plus le principe de Pareto, distinct de la pensée systémique. Ce n'est plus l'inversion séparée des premiers principes. C'est un alliage nouveau, un verre liquide et lumineux qui est plus que la somme de ses parties. Ce liquide se refroidit lentement, se cristallisant en une structure unique, une seule et magnifique lentille à facettes multiples. C'est ma latticework, mon réseau de modèles mentaux, ma vision du monde. C'est moi. Je ne suis plus une collection d'outils. Je suis une perspective intégrée. Quand je regarde le monde à travers cette lentille, je n'ai plus besoin de choisir consciemment quel outil utiliser. La bonne facette s'oriente naturellement, instinctivement. La vision systémique, l'analyse des conséquences et la recherche de points de levier fusionnent en un seul acte de perception stratégique. Je ressens une confiance profonde qui émane de cette cohérence. Ce n'est pas l'arrogance de tout savoir, mais la sérénité de posséder un système d'exploitation interne robuste, flexible et fiable. Je navigue dans la complexité, non pas en appliquant des règles, mais en agissant à partir d'une compréhension profonde et intégrée. Mon architecture mentale est achevée, non pas comme un bâtiment statique, mais comme un organisme vivant, capable de croître et d'intégrer de nouvelles connaissances, tout en maintenant sa cohérence fondamentale. Je suis cet architecte, je suis cette vision. Chapitre 13. Je prends des décisions stratégiques basées sur une analyse rigoureuse. Ma vision du monde est intégrée, ma perception est aiguisée. Il est temps de traduire cette clarté en action décisive. Je suis à la croisée des chemins, le point où la pensée doit devenir un choix, où l'analyse doit se cristalliser en un engagement. La décision n'est plus un acte anxiogène basé sur l'intuition brute ou la pression extérieure. C'est le résultat logique et serein d'un processus rigoureux. Face à une décision importante, je ne laisse pas le brouillard de l'émotion obscurcir mon jugement. Je déploie mon arsenal d'architecte. D'abord, je définis le problème avec une clarté absolue, en utilisant la pensée de premier principe pour séparer les symptômes de la cause fondamentale. Je clarifie les critères de succès. À quoi ressemblera une bonne décision? Ensuite, je cartographie le terrain. J'identifie les options, pas seulement les plus évidentes, mais aussi celles qui sont cachées,
en utilisant l'inversion et la créativité. Pour chaque option, je construis un arbre de conséquences en explorant les effets de premier, second et troisième ordre. J'assigne des probabilités à chaque branche, reconnaissant l'incertitude inhérente au futur. J'évalue les gains et les pertes potentielles. C'est un processus froid, méthodique, presque mathématique. Je suis un stratège qui calcule les probabilités, qui évalue les risques, qui pèse les options sur la balance de la raison. Je ne cherche pas la décision parfaite. Elle n'existe pas. Je cherche la décision optimale, celle qui maximise la probabilité d'atteindre mes objectifs tout en minimisant les risques inacceptables. Une fois l'analyse terminée, la meilleure voie apparaît souvent avec une évidence frappante. Le doute et l'hésitation se dissolvent, non pas sous l'effet de l'auto-persuasion, mais sous la lumière froide de la logique. Le choix est fait. Et une fois qu'il est fait, j'engage toutes mes ressources dans son exécution, sans plus regarder en arrière. Je sais que mon processus est solide. Je sais que j'ai agi non pas sur une impulsion, mais sur la base de la pensée la plus claire et la plus rigoureuse dont je suis capable. Chapitre 14. Je suis un penseur agile, adaptable et profondément efficace. Le processus est complet. L'architecte est devenu un maître d'œuvre. Je regarde mon œuvre non pas comme une structure finale et rigide, mais comme un organisme vivant. Mon architecture mentale est puissante, mais sa plus grande force réside dans sa capacité à évoluer. Je suis un penseur critique, mais je ne suis pas un cynique. Je suis un penseur systémique, mais je ne suis pas paralysé par la complexité. Je suis un décideur rigoureux, mais je ne suis pas rigide. Je ressens une agilité nouvelle dans mon esprit, la capacité de zoomer sur les détails d'un argument, puis de dézoomer pour voir le système dans son ensemble, est devenue une seconde nature. Je peux passer de la pensée de premier principe à la cartographie des conséquences en un instant. Mon esprit danse avec la complexité. Je suis profondément ancré dans l'humilité intellectuelle. Je sais que mon modèle du monde, aussi sophistiqué soit-il, est toujours une approximation. Je suis donc constamment à l'écoute de nouvelles données, de signaux qui contredisent mes hypothèses. Quand une telle information se présente, je ne ressens pas de menace. Je ressens une opportunité. C'est une chance de mettre à jour mon système, de le rendre encore plus précis, plus résilient. Je suis un architecte qui aime les rénovations. Cette adaptabilité me rend profondément efficace. Je ne suis plus esclave d'une idéologie ou d'une seule façon de penser. J'applique le bon modèle mental au bon problème. Je suis capable de maintenir une vision à long terme tout en m'adaptant aux réalités changeantes du terrain. Je suis un équilibre constant entre la conviction et le doute, entre la rigueur et la flexibilité, entre la complexité et la simplicité. Je ne suis pas un produit fini. Je suis un processus. Je suis l'architecte de ma perception, constamment en train de raffiner ses plans, de renforcer ses structures et d'élargir sa vision. Je suis un penseur agile, adaptable et profondément efficace. Et ce n'est que le début.